Bonjour à tous, cette vidéo simplement pour faire un rapide corrigé des 3 sujets de dissertation tombés aujourd'hui au bac de philosophie 2026 en section générale. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis professeure de philosophie depuis mai 2025. Donc voilà, je vais traiter les 3 sujets dans l'ordre dans lequel ils étaient donnés. Donc le premier c'était avons-nous la maîtrise de nos paroles? Première chose à faire avant de penser aux auteurs ou de penser à un plan possible, c'est de s'intéresser aux mots du sujet et à faire attention à ce qu'ils sont et à ce qu'ils ne sont pas. Avons-nous la maîtrise de nos paroles? Ce n'est pas sommes-nous maîtres de nos paroles? Déjà, il faut se demander pourquoi ils ont choisi cette formulation avec le verbe avoir et pas avec le verbe être. Bien sûr, il va falloir définir ce que c'est que la maîtrise, ce que c'est que la parole, notamment par distinction de la langue et du langage. Il faut noter aussi le pluriel. Pas a-t-on la maîtrise de nos paroles, mais avons-nous la maîtrise de nos paroles, et pas de notre parole d'ailleurs. Ce sujet, enfin ces 3 sujets donnés cette année étaient finalement tous assez politiques par leur dimension collective qui se trouvait notamment dans le pluriel, ici. Voilà, donc quelle différence ça fait? Sommes-nous maîtres de nos paroles et avons-nous la maîtrise de nos paroles? C'est que si on traitait sommes-nous maîtres de nos paroles, c'était faire comme si le sujet portait sur la souveraineté du sujet parlant sur son discours. Donc d'abord, être maître désigne un état, avoir la maîtrise désigne une capacité. Être maître de quelque chose renvoie à une domination, une souveraineté, un pouvoir presque absolu, alors que avoir la maîtrise de quelque chose renvoie davantage à une compétence, un contrôle pratique, une capacité plus ou moins grande. Par exemple, être maître de son véhicule signifierait en avoir une domination totale. Avoir la maîtrise de son véhicule signifie simplement savoir le conduire, même si on peut déraper sur une plaque de verglas, par exemple. Voilà, donc avec ce sujet, il n'est pas nécessaire d'établir une souveraineté absolue sur la parole pour répondre positivement. Une maîtrise partielle ou pratique peut suffire. Voilà, c'est précisément ça qui rend le sujet beaucoup plus difficile, parce que Freud suffit presque à réfuter l'idée que nous soyons entièrement maîtres de nos paroles. Hein. Nous ne sommes pas entièrement maîtres de nos paroles, puisque nous ne sommes même pas maîtres de notre propre psychisme. En revanche, et que les paroles sont supposées traduire la pensée, en revanche, il ne suffit pas à montrer que nous n'en avons aucune maîtrise. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, ça signifie que le sujet porte davantage sur le contrôle que sur l'origine. La question, c'est pas vraiment suis-je véritablement l'auteur de ce que je dis, mais plutôt puis-je contrôler ce que je dis. Je peux ne pas être l'origine complète de mes paroles, tout en conservant une certaine maîtrise de leur émission. Par exemple, je parle dans une langue que je n'ai pas inventée, j'utilise des concepts hérités de ma culture, et certaines motivations inconscientes influencent mes propos. C'est là où vous pouviez parler de Freud en deuxième partie. Pour autant, quand je rédige une dissertation ou que je prépare une conférence, je contrôle largement mes formulations. Donc le sujet porte moins sur la propriété de la parole que sur sa régulation. Ensuite, donc, la notion de parole devient centrale. Donc on parle bien de parole et pas de langage. La parole, c'est l'acte concret de parler. Vous voyez bien que quand on dit je vais tenir ma parole, ça ne veut pas dire la même chose que je tiens mon langage. Tenir son langage, ça veut dire parler correctement. Faire attention à ne pas être vulgaire souvent. Je tiens ma parole, ça veut dire je fais une promesse. Et c'est justement dans ce sens-là que Ferdinand de Saussure, dans le cours de linguistique générale, donne à la langue. La langue, c'est le système collectif, et la parole, c'est l'usage individuel de ce système. Donc le sujet, ce n'est pas maîtrisons-nous le langage, mais maîtrisons-nous l'acte de parler. Donc le problème, c'est celui de l'exercice concret de la parole. Parler sous l'effet de l'émotion, préparer un discours, promettre, tenir sa parole, voilà, mentir, se taire, choisir ses mots, etc. Donc on passe d'une question métaphysique sur le sujet à une question pratique sur l'action. Donc la troisième partie, alors finalement j'ai fait une troisième partie qui portait sur la réflexivité, mais on aurait pu faire une troisième partie qui portait plutôt sur la prudence. J'ai fait finalement un troisième moment, vous verrez, très socratique, du type la maîtrise consiste à comprendre ce que nous disons, mais on pourrait plutôt, par exemple, mobiliser Aristote
ou dans les livres 3 et 7 de l'Éthique à Nicomaque, il étudie justement la maîtrise de soi, en disant que le continent, par opposition à l'incontinent, n'est pas celui qui ne ressent aucune passion, c'est celui qui sait gouverner ses passions. Donc la question deviendrait, nos paroles nous échappent-elles nécessairement sous l'effet des passions, par exemple, ou pouvons-nous apprendre à les gouverner? Donc le sujet se rapprocherait davantage de l'éducation, de l'habitude, de la prudence, de la phronésis, de la maîtrise de soi, voilà, plutôt que de la seule question freudienne de l'inconscient. Donc voilà, la différence, c'est que sommes-nous maîtres de nos paroles, c'est principalement une question sur la souveraineté du sujet parlant, alors que avons-nous la maîtrise de nos paroles, c'est principalement une question sur le degré de contrôle pratique qu'on exerce sur notre activité de parole. Dans le premier cas, Freud constitue une objection presque fatale. Dans le second, Freud ne montre qu'une chose, que notre maîtrise n'est pas absolue. Mais le sujet n'exige pas, le sujet du bac, n'exige pas qu'elle soit absolue. Donc on pouvait faire, par exemple, première partie, nous avons une maîtrise de nos paroles parce que parler est une action volontaire susceptible d'être réglée, avec Aristote ou avec Descartes. Deuxième partie avec Freud, cette maîtrise rencontre cependant des limites profondes, passion, inconscient, habitude, détermination sociale. Grand 3, la véritable maîtrise de la parole n'est pas un contrôle total, mais une maîtrise pratique toujours imparfaite, conquise par l'exercice, l'éducation et la prudence. Aristote ou Socrate, voilà, Aristote ce serait le livre 7 de l'Éthique à Nicomaque. Autrement dit, le sujet ne demande pas vraiment si nous sommes les souverains absolus de nos paroles, mais si nous pouvons effectivement les gouverner. C'est une question davantage éthique et pratique que métaphysique. Alors simplement pour analyser encore un petit peu les mots, la maîtrise évidemment, donc le sujet portait sur la notion du langage, mais la maîtrise, le terme de maîtrise fait que vous allez aussi mobiliser forcément la notion de liberté et la notion d'inconscience, de conscience et d'inconscience. Alors une introduction que je vous propose, il est fréquent de considérer la parole comme l'expression la plus immédiate de notre liberté. Parler semble être l'acte par lequel nous donnons forme à nos pensées, communiquons nos intentions et nous engageons vis-à-vis d'autrui. Lorsque nous promettons, témoignons ou exprimons une opinion, nous supposons spontanément que nous savons ce que nous disons et que nous en sommes les auteurs. Nos institutions morales, juridiques et politiques reposent d'ailleurs largement sur cette présupposition. Un individu est tenu responsable de ses paroles parce qu'il est censé en avoir la maîtrise. Pourtant, l'expérience quotidienne semble parfois démentir cette évidence. Le lapsus nous fait dire autre chose que ce que nous voulions dire. La colère nous arrache des mots que nous regrettons immédiatement. Certaines expressions semblent sortir de notre bouche sans avoir été véritablement choisies. Plus profondément encore, les sciences humaines ont montré combien nos discours sont influencés par notre histoire psychique, notre milieu social ou la langue elle-même. Dès lors, sommes-nous réellement les maîtres de nos paroles ou seulement le lieu où s'expriment des forces qui nous dépassent ? La difficulté tient notamment à l'ambiguïté du terme maîtrise. Être maître de ses paroles, voire la maîtrise de ses paroles, peut signifier les produire volontairement, les contrôler intégralement ou encore pouvoir en répondre devant autrui. Or, ces différentes significations ne se recouvrent pas nécessairement. Il est possible de vouloir dire quelque chose sans maîtriser entièrement les effets de ce que l'on dit. Inversement, il est possible d'assumer certaines paroles dont le sens nous a d'abord échappé. Peut-on alors affirmer que nous avons la maîtrise de nos paroles parce que la parole est l'expression consciente d'un sujet rationnel capable de choisir ce qu'il dit ? Ou bien faut-il soutenir que nos paroles nous échappent largement parce qu'elles sont traversées par des déterminations psychiques, sociales ou linguistiques dont nous n'avons pas conscience ? Donc la problématique, formulez-la toujours sous forme d'alternative comme ça. Nous montrerons d'abord que la parole semble être un acte dont le sujet est l'auteur conscient. Nous verrons ensuite que cette maîtrise est profondément remise en cause par l'existence de déterminations qui échappent à la conscience. Nous tenterons enfin de comprendre que la véritable maîtrise de la parole ne consiste pas dans une souveraineté absolue, mais dans une capacité réflexive à reprendre et à assumer ce que l'on dit. Voilà, donc le grand 1, ce serait « Nous semblons avoir la maîtrise de nos paroles parce que la parole apparaît comme l'expression consciente de la pensée ». Et là, vous aviez Descartes, pour qui la parole manifeste précisément l'existence d'une pensée consciente, capable de se déterminer elle-même. Donc, par exemple, petit a, la parole est le signe extérieur d'une pensée intérieure. Dans la 5e partie du discours de la méthode, Descartes cherche à distinguer radicalement l'homme de l'animal. Or, le critère principal qu'il mobilise est précisément le langage. Les animaux peuvent produire des sons ou accomplir certains comportements complexes, mais ils sont incapables d'adapter librement leurs paroles à une infinité de situations. L'homme, au contraire, peut toujours composer des phrases nouvelles parce qu'il pense ce qu'il dit. Cette thèse repose sur une conception représentative du langage. Les paroles traduisent extérieurement des pensées déjà présentes dans l'esprit, ce que vous pourriez remettre en cause plus tard. Lorsque je parle, je mets en mots un contenu mental dont je suis conscient.
Ainsi, lorsqu'un professeur explique une notion complexe à ses élèves, il adapte continuellement son vocabulaire à leur compréhension. Cette souplesse paraît témoigner d'une maîtrise effective de la parole fondée sur la maîtrise préalable de la pensée. La parole apparaît donc comme l'expression volontaire d'un sujet conscient. Petit b, le doute lui-même révèle une maîtrise du discours. L'un des moments les plus célèbres des méditations métaphysiques est l'expérience du doute méthodique. Dans la deuxième méditation, Descartes découvre que même lorsqu'il doute de tout, il ne peut douter qu'il pense. Le célèbre cogito révèle ainsi une conscience immédiatement présente à elle-même. Or, cette transparence de la pensée à elle-même semble fonder la possibilité d'une parole maîtrisée. Si je sais ce que je pense, je puis savoir ce que je veux dire. Lorsque je formule un jugement mathématique simple, par exemple 2 et 2 font 4, je ne semble pas être soumis à des forces obscures. Je sais parfaitement ce que j'affirme. Le langage paraît donc pouvoir être placé sous le contrôle de la conscience rationnelle. Petit c, la responsabilité des paroles suppose leur maîtrise. Enfin, toute la philosophie cartésienne repose sur l'idée que l'homme est un être libre, capable de juger. Dans la quatrième méditation, Descartes explique que l'erreur naît du mauvais usage de notre liberté de juger. Cette analyse suppose précisément que nous sommes responsables de nos affirmations. Nous ne pourrions reprocher à quelqu'un un mensonge, une promesse non tenue ou un faux témoignage s'il n'était pas maître de ses paroles. L'existence même du serment illustre cette idée. Lorsque quelqu'un prête serment devant un tribunal, il engage sa responsabilité personnelle à travers les paroles qu'il prononce. Le droit suppose alors que le sujet sait ce qu'il dit et pouvait dire autre chose. Ainsi, la parole semble être l'un des lieux privilégiés où se manifeste la liberté humaine. Nous avons montré que la parole paraît être l'expression d'une pensée consciente, libre et responsable. Pourtant, cette conception repose sur une hypothèse forte, celle d'une transparence du sujet à lui-même. Or, cette hypothèse va être profondément contestée par la découverte freudienne de l'inconscient, qui révèle que le sujet ne coïncide pas entièrement avec lui-même. Alors, pensez aussi au problème que ça pose, le fait si on considère qu'on n'a pas une maîtrise, qu'on n'a pas la maîtrise de nos paroles, ça veut dire qu'on ne peut pas être tenu responsable d'elles. Ça pose problème, ça. Donc il faut passer... Enfin, ça, ce sera le problème qui pourrait faire la transition entre le grand 2 et le grand 3. Mais d'abord, grand 2, donc nous n'avons pas la maîtrise complète de nos paroles parce qu'elles révèlent des déterminations inconscientes. Et ça, on s'en rend compte dès qu'on dit « Ah, mes mots ont dépassé ma pensée ». Ce qui est rarement vrai, en fait. Mais en tout cas, on a dit plus que ce qu'on ne voulait dire. Et là, donc évidemment, vous pouviez parler de Freud, qui montre que la parole est précisément l'un des lieux où l'inconscient se manifeste. Donc petit a, le lapsus, révèle que nous disons parfois autre chose que ce que nous voulons dire. Ça, c'est dans la première partie de la psychopathologie de la vie quotidienne. Freud analyse longuement les lapsus. Contre l'opinion courante, il refuse d'y voir de simples accidents mécaniques. Si une personne se trompe de mots, oublie un nom ou prononce une expression inattendue, cette erreur possède souvent un sens. Le lapsus manifeste l'irruption d'un désir ou d'une pensée refoulée qui trouve un moyen détourné de s'exprimer. L'exemple classique est celui d'un individu qui appelle son conjoint par le prénom d'une autre personne. Il croyait maîtriser ses paroles, mais celles-ci révèlent une signification dont il n'avait pas conscience. Le sujet parlant n'est donc pas entièrement maître de ce qu'il dit. Petit b, nos paroles expriment souvent des désirs inconscients. Cette thèse se radicalise dans l'interprétation du rêve. Freud y développe l'idée selon laquelle une part importante de notre vie psychique demeure inconsciente. Or, cette activité inconsciente cherche constamment à se manifester. La parole constitue l'un des moyens privilégiés de cette manifestation. Certaines plaisanteries, certaines associations d'idées ou certaines formulations répétitives révèlent des désirs dont le sujet ignore lui-même l'existence. Ainsi, quelqu'un peut prétendre détester une personne tout en revenant sans cesse à elle dans ses conversations. Ces paroles expriment alors quelque chose de différent de ce qu'il croit vouloir dire. L'intention consciente cesse dès lors d'apparaître comme l'origine unique du discours. Le sujet parlant n'est pas souverain dans sa propre parole. Dans les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, Freud formule la célèbre comparaison selon laquelle le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Cette affirmation signifie que la conscience n'occupe pas la position centrale qu'elle s'attribuait traditionnellement. Nos paroles résultent souvent de compromis entre des intentions conscientes et des forces psychiques inconscientes. L'expérience de la colère est particulièrement révélatrice. Sous l'effet d'une émotion intense, nous prononçons parfois des mots que nous affirmons ensuite ne pas avoir réellement voulu dire. Pourtant, ces paroles ne sont pas non plus entièrement étrangères à nous-mêmes. Elles révèlent une part cachée de notre vie psychique. Ainsi, loin d'être un instrument parfaitement transparent, la parole apparaît comme un symptôme où se manifestent des déterminations que nous ne contrôlons pas. Petit c, nos paroles sont façonnées par la société.
Le langage que nous employons ne nous appartient pas entièrement. Nous recevons notre langue, nos expressions et même certaines manières de penser de la société dans laquelle nous vivons. Dans le premier livre du Capital et plus largement dans sa théorie de l'idéologie, Karl Marx montre que les représentations dominantes d'une époque sont souvent celles de la classe dominante. Certaines idées s'expriment spontanément dans les discours individuels parce qu'elles sont déjà inscrites dans l'ordre social. Par exemple, des préjugés sociaux peuvent être reproduits inconsciemment dans des expressions courantes. Celui qui parle croit exprimer sa pensée personnelle alors qu'il reprend parfois des schémas collectifs intériorisés. Nos paroles sont donc traversées par des déterminations sociales qui limitent notre autonomie. Et enfin, petite idée, le langage lui-même excède l'intention du sujet. Même lorsque nous voulons exprimer une idée précise, les mots possèdent une signification qui dépasse nos intentions. Dans le cours de linguistique générale, Saussure montre que la langue constitue un système de signes préexistants au locuteur. Pour parler, nous devons utiliser des significations déjà instituées. Plus radicalement encore, Lacan affirme dans les écrits que le sujet est en partie parlé par le langage. Les mots qu'il utilise ouvrent des significations qu'il ne maîtrise pas complètement. C'est ce qu'on appelle des connotations. Les mots ont des dénotations et des connotations. Ainsi, une déclaration politique, artistique ou philosophique peut recevoir des interprétations auxquelles son auteur n'avait jamais pensé. Le sens produit dépasse alors l'intention initiale. Là, vous auriez pu citer Montaigne, qui parle du suffisant lecteur, qui est celui qui produira d'infinis essais, qui verra la semence d'une matière plus riche et plus hardie que ce qu'il a lui-même écrit. En fait, celui qui écrit, c'est vrai que, alors là, attention, parce que, est-ce qu'on peut parler de parole écrite? Pourquoi pas? Mais en fait, peu importe, celui qui parle ou celui qui écrit, celui qui improvise en parlant, par exemple, peut produire un sens meilleur, par exemple, plus intéressant, plus riche, que ce qu'il pensait. Donc en ce sens, il n'a pas la maîtrise de ses paroles. Évidemment, il y a toute la question de la réception, des effets que les paroles produisent. Voilà, donc a priori, impossible d'être maître absolument de ses paroles. Donc l'analyse de l'inconscient, des déterminations sociales et de la structure du langage montre que nos paroles ne sont jamais totalement sous notre contrôle. Faut-il pour autant conclure à l'impossibilité de toute maîtrise ? Une telle conclusion serait excessive, car elle rendrait incompréhensible la responsabilité morale et le progrès de la réflexion. Il faut donc chercher une conception plus exigeante de la maîtrise. Et c'est ce que je conseille tout le temps aux élèves, c'est d'utiliser le terme le moins déterminé philosophiquement, ici par exemple la maîtrise, pour passer d'une partie à l'autre. Donc, Grand 3, la véritable maîtrise de nos paroles consiste moins à les contrôler totalement qu'à les comprendre et à les assumer. Et là, vous pouvez faire une troisième partie avec Socrate, Platon. Chez Socrate, la maîtrise de la parole n'est pas donnée immédiatement, elle est le résultat d'un travail critique sur soi. Donc petit a, la parole spontanée est souvent une illusion de savoir. Dans l'apologie de Socrate, Socrate affirme que sa supériorité consiste seulement à savoir qu'il ne sait pas. Cette affirmation révèle une méfiance fondamentale envers les discours spontanés. Les hommes parlent volontiers de justice, de courage ou de bonheur, mais sont incapables d'expliquer précisément ce qu'ils veulent dire. L'illusion de maîtrise accompagne alors l'ignorance. L'entretien avec les prétendus savants d'Athènes montre que ceux-ci croient maîtriser leurs paroles alors qu'ils répètent souvent des opinions dont ils ne comprennent pas véritablement le sens. La première étape de la maîtrise consiste donc à reconnaître les limites de son propre discours. Le dialogue permet de reprendre possession de ce qu'on dit. Dans de nombreux dialogues, notamment le Gorgias, Socrate soumet les affirmations de ses interlocuteurs à une série de questions. Cette méthode, c'est la maïeutique, vise à faire apparaître les contradictions cachées dans leur discours. Par le dialogue, le sujet découvre progressivement ce qu'impliquent réellement ses propres paroles. Prenons l'exemple de Polos ou de Calliclès dans le Gorgias. Ils croient d'abord défendre certaines thèses avec assurance, mais l'examen dialectique révèle que leurs affirmations sont incompatibles entre elles. La maîtrise de la parole ne consiste donc pas à parler sans hésitation, mais à être capable d'examiner rationnellement ce qu'on dit. Petit b, être maître de ses paroles, c'est pouvoir en répondre devant autrui. Enfin, l'enseignement socratique montre que la parole authentique est inséparable d'une exigence éthique. Dans le Criton, Socrate accepte sa condamnation à mort plutôt que de contredire les principes qu'il a toujours défendus. Ses actes demeurent cohérents avec ses paroles. Cette cohérence constitue sans doute la forme la plus haute de maîtrise. Nous ne pouvons probablement jamais contrôler absolument tout ce qui se joue dans notre discours. En revanche, nous pouvons travailler à comprendre ce que nous disons, corriger nos erreurs, reconnaître nos contradictions et assumer nos engagements. La maîtrise de la parole apparaît alors non comme une souveraineté absolue, mais comme une conquête réflexive toujours inachevée.
Petit c, la réflexion permet de reprendre possession de sa parole. La discussion rationnelle nous oblige à justifier ce que nous affirmons. Elle transforme la parole spontanée en parole réfléchie. Dans son texte « Qu'est-ce que les Lumières ?», Kant définit la majorité intellectuelle comme la capacité de faire un usage public de sa raison. Penser par soi-même suppose de soumettre ses paroles à l'examen critique. Le travail philosophique lui-même en offre un exemple. La dissertation exige de reformuler, distinguer, préciser et corriger ses formulations. Peu à peu, le sujet, vous, devenez davantage auteur de ce que vous dites. La maîtrise apparaît alors comme un processus plutôt que comme un état donné. Donc la maîtrise la plus profonde, on peut mettre un petit c peut-être, ne consiste pas à contrôler parfaitement chaque mot, mais à pouvoir répondre de ce qu'on dit. Cette idée se retrouve dans l'éthique de la responsabilité développée par Hans Jonas dans le principe responsabilité. Être responsable, c'est accepter les conséquences de ses actes, y compris de ses paroles. Puisque la parole, on a dit, est un acte de langage. Une personne peut commettre un lapsus ou s'exprimer maladroitement. Toutefois, elle manifeste sa maîtrise lorsqu'elle reconnaît son erreur, la corrige et en assume les effets. La véritable maîtrise n'est donc pas l'absence totale de défaillance, elle réside dans la capacité à reprendre, éclairer et assumer sa parole. Conclusion, nous avons d'abord montré, avec Descartes, que la parole semble être l'expression consciente d'une pensée libre et responsable. Nous avons ensuite vu avec Freud que cette maîtrise apparente est profondément limitée par l'existence de déterminations inconscientes qui se manifestent précisément dans nos paroles. Enfin, l'exemple de Socrate nous a permis de comprendre que la véritable maîtrise ne consiste pas à contrôler parfaitement chaque mot prononcé, mais à soumettre son discours à un examen critique et à pouvoir en répondre devant autrui. À la question « Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?», nous pouvons désormais répondre que nous ne possédons jamais une maîtrise absolue de ce que nous disons, car notre parole est traversée par des déterminations qui excèdent notre conscience. Toutefois, une maîtrise authentique demeure possible, elle réside dans le travail réflexif par lequel nous apprenons à comprendre, rectifier et assumer nos paroles. La parole humaine apparaît ainsi moins comme un domaine où la liberté est donnée que comme un lieu où elle se conquiert. Vous auriez pu aussi, éventuellement, finir sur Sartre, et son idée de mauvaise foi, comme quoi justement le fait de ne pas assumer ses paroles parce que on ne pourrait pas en avoir une maîtrise, donc finalement ce qu'on dit c'est pas de notre faute, relève de la mauvaise foi. Voilà, je ne développe pas ça ici du coup parce que je n'ai pas travaillé avec lui, mais voilà pour le premier sujet. Il y avait certainement d'autres choses meilleures à faire, mais il me semble que ça tient la route. Et donc ensuite, peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? D'abord, le sujet commence par « peut-on ». Et je pense à mes élèves, à qui j'ai bien expliqué tous les sens possibles des sujets qui commencent par peut-on. Donc peut-on, ça peut être la possibilité pratique, ça peut être la capacité. Je peux, au sens où j'ai le droit de courir le 100 mètres en 5 secondes, est-ce que j'ai la capacité de le faire, c'est autre chose. Et c'est aussi la possibilité morale, c'est-à-dire la légitimité. Et là, les trois sens étaient intéressants. Donc peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? Il faut se demander déjà, par exemple, qui sont les autres ? Est-ce que c'est les autres qu'on fréquente ? Est-ce que c'est tous les autres humains qui constituent le monde ? Est-ce que c'est tous les autres vivants ? Et donc pas que les êtres humains, mais aussi les animaux. Ceux qui ne le sont pas, évidemment, bon, ça veut dire qu'ils sont malheureux, angoissés, ça peut être tout un tas de choses. À première vue, on a envie de dire, bah oui, évidemment, c'est moi qui crée mon propre bonheur, et je ne suis pas forcément affectée, malheureusement peut-être, par ce qui se passe à des dizaines de milliers de kilomètres de moi. C'est un peu naturel, hein, c'est ce que disait Hume, la destruction du monde est préférable à une égratignure de mon petit doigt. Et en même temps, on vit dans un monde collectif, encore une fois, hein, c'est vraiment des sujets finalement politiques cette année. Donc, voilà, est-ce que je peux vraiment être heureux quand il n'y a que de la misère et de la tristesse autour de moi ? Est-ce que ce serait même moral ? Est-ce que j'aurais pas peut-être, ce serait bizarre, mais un devoir d'être malheureux, malheureuse, parce que le monde irait mal ? Voilà, oui, je pensais à autre chose et j'ai oublié. Mais donc penser aussi à la dimension morale du sujet. Oui, et aussi peut-être que quand les autres sont malheureux, bon, non seulement
ça peut démoraliser parce que les pauvres ils sont tristes, mais aussi les gens malheureux peut-être ont tendance parfois à épuiser notre énergie, à croire qu'ils sont les seuls à souffrir, et voilà. Et oui, à vampiriser notre énergie. Donc, bon, il y a tous ces enjeux-là qui peuvent venir en tête. Alors, introduction, par exemple. Imaginons un homme qui jouit de toutes les conditions habituellement associées au bonheur. Il est en bonne santé, entouré de proches qu'il aime, dispose de ressources suffisantes pour vivre sans inquiétude et mène une existence conforme à ses aspirations. Pourtant, autour de lui règne la misère, l'injustice ou le malheur. Peut-il encore être véritablement heureux ? Ou bien la conscience du malheur d'autrui vient-elle nécessairement troubler sa propre félicité ? D'un côté, le bonheur semble être une expérience individuelle. Chacun ressent son propre plaisir, qui est peut-être à distinguer du bonheur. Je rappelle, bonheur, ça vient de bonne heure en ancien français qui signifie bonne chance, ou malheur, malchance. Voilà, sa propre satisfaction ou sa propre joie. En ce sens, le bonheur des uns paraît indépendant du bonheur des autres, mais d'un autre côté, l'être humain vit toujours parmi ses semblables. Il est affecté par leur présence, leurs souffrances et leurs joies. Dès lors, comment pourrait-il être heureux dans un monde où les autres ne le sont pas ? Le sujet nous oblige ainsi à interroger le rapport entre le bonheur et l'altérité. Être heureux désigne un état durable d'accomplissement et de satisfaction de l'existence. Les autres désignent ici les autres êtres humains, a priori, mais pourquoi pas aussi les animaux, que nous fréquentons ou plus largement qui font partie de notre monde. Quant à la formule « ne le sont pas », elle renvoie à toutes les formes de malheur, de souffrance ou d'insatisfaction qui peuvent affecter autrui. Peut-on affirmer qu'il est possible d'être heureux quand les autres ne le sont pas, parce que le bonheur relève avant tout d'une expérience intérieure dont chacun est seul juge ? Ou bien faut-il soutenir qu'aucun bonheur authentique n'est possible dans le malheur d'autrui, parce que notre existence est fondamentalement liée à celle des autres ? Nous montrerons d'abord que le bonheur paraît pouvoir être pensé indépendamment de la situation d'autrui. Nous verrons ensuite qu'une telle conception rencontre d'importantes difficultés, puisque notre humanité semble nous rendre sensibles au sort des autres. Nous tenterons enfin de comprendre que le bonheur véritable n'exige pas le bonheur effectif de tous les hommes, mais suppose néanmoins une certaine forme de communauté avec eux. Donc grand 1, il semble possible d'être heureux. Je vais enlever ça. Il semble possible d'être heureux quand les autres ne le sont pas, parce que le bonheur est d'abord une affaire individuelle. C'est la première réponse la plus évidente. Le sens commun nous conduit spontanément à considérer le bonheur comme une expérience personnelle. Chacun éprouve ses propres plaisirs, poursuit ses propres fins et construit sa propre existence. Dès lors, pourquoi mon bonheur dépendrait-il nécessairement de celui d'autrui ? Cette thèse trouve une formulation particulièrement élaborée chez Épicure, dans la lettre à Ménécée, ainsi que dans les principales maximes conservées de sa doctrine. Épicure donc définit le bonheur comme l'absence de trouble, ataraxie, et l'absence de souffrance du corps, aponie. Le bonheur n'est pas l'accumulation illimitée des plaisirs, mais un état d'équilibre intérieur obtenu par la satisfaction raisonnée des désirs naturels et nécessaires. Or, cette définition semble rendre le bonheur essentiellement indépendant des circonstances extérieures, comme pour les stoïciens. Ce qui importe n'est pas le monde tel qu'il est, mais le rapport que nous entretenons avec nos désirs. Le sage apprend à limiter ses attentes afin de ne dépendre que de ce qui est en son pouvoir. Dans la 4e maxime capitale, Épicure affirme que la douleur, lorsqu'elle est intense, est généralement brève, tandis que lorsqu'elle est durable, elle demeure supportable. Cette réflexion vise précisément à montrer que le bonheur peut être préservé malgré les événements extérieurs. Dès lors, le malheur d'autrui paraît incapable d'anéantir nécessairement mon bonheur. Je peux éprouver de la compassion pour les autres tout en conservant la tranquillité de mon âme. Un exemple permet de comprendre cette position. Durant une catastrophe naturelle, certains individus parviennent à conserver leur sérénité malgré les souffrances qui les entourent. Ils apportent leur aide, mais ne se laissent pas entièrement absorber par le désespoir collectif. Leur bonheur ne dépend pas directement de la situation des autres. Petit b, plus profondément encore, l'épicurisme repose sur l'idée que chacun est le principal artisan de son propre bonheur. Si celui-ci dépendait du bonheur universel de tous les hommes, il deviendrait pratiquement impossible à atteindre. Or, une telle exigence condamnerait l'humanité entière à l'insatisfaction permanente. On pourrait même soutenir qu'exiger le bonheur de tous comme condition de mon propre bonheur revient à rendre celui-ci inaccessible. Ça n'a pas de sens en fait. Il y aura toujours quelque part des individus malheureux. Faudrait-il alors conclure que personne ne peut jamais être heureux ? Ainsi, si le bonheur consiste essentiellement dans un état intérieur de paix et de satisfaction, il semble possible d'être heureux même lorsque les autres ne le sont pas. Au sens de la possibilité pratique, on le constate tous les jours, qu'on peut être heureux quand les autres, même si c'est pas tous les autres, ne le sont pas.
Donc nous avons montré, transition, que le bonheur paraît relever d'une expérience essentiellement individuelle. Pourtant, cette conception rencontre rapidement une difficulté majeure. L'être humain n'est pas une conscience isolée. Il vit parmi ses semblables et semble spontanément affecté par leurs conditions. Peut-on réellement demeurer heureux face au malheur des autres sans perdre quelque chose de son humanité ? Grand 2, il semble impossible d'être véritablement heureux quand les autres ne le sont pas parce que notre humanité nous lie à eux. Donc petit a, si le bonheur était purement individuel, le malheur d'autrui devrait nous laisser fondamentalement indifférents. Or, l'expérience montre exactement le contraire. Nous souffrons souvent de voir souffrir ceux que nous aimons. Nous sommes bouleversés par certaines injustices. Nous éprouvons parfois un sentiment de culpabilité lorsque notre situation est meilleure que celle des autres. Il pourrait y avoir un devoir moral à ne pas être heureux quand d'autres ne le sont pas, cela pouvant être heureux quand d'autres ne le sont pas, pouvant être vu comme de l'égoïsme, de l'insensibilité. C'est ce que dit Rousseau, par exemple, donc dans le second discours, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Notamment dans la première partie, il soutient que l'homme est naturellement doté d'un sentiment de pitié. Cette pitié précède même la réflexion morale élaborée. C'est la répugnance spontanée à voir souffrir un être semblable à soi. Et donc Rousseau écrit que la pitié nous porte à nous identifier à celui qui souffre. Le malheur d'autrui n'est donc pas un simple spectacle extérieur, il nous atteint intérieurement. Cette analyse permet de comprendre pourquoi certains bonheurs paraissent moralement douteux. Un individu qui jouirait paisiblement de ses privilèges en restant totalement insensible à la misère qui l'entoure semblerait moins heureux que simplement indifférent ou égoïste. Pensons à la figure littéraire de Néron dans la tragédie classique ou à certains personnages de la littérature réaliste qui prospèrent au milieu de la détresse générale. Leur satisfaction peut être réelle, mais elle semble difficilement compatible avec ce que nous appelons un bonheur pleinement humain. Ainsi, un bonheur égoïste serait moralement pauvre, voire condamnable. Il devrait être assombri par la douleur des autres, voire impossible sans en être digne. Là, je cite Kant. C'est-à-dire aussi sensible à la douleur des autres. Kant dit qu'on ne peut pas être heureux sans être digne du bonheur, mais ce n'est pas parce qu'on est digne du bonheur qu'on est heureux. Mais de toute façon, on ne peut pas être heureux sans être digne du bonheur. Et être digne du bonheur, ça a une connotation morale, donc on pourrait dire ça signifierait souffrir du malheur des autres, et donc finalement ne pas être heureux. Bon, c'est compliqué tout ça. On voit bien que s'il y a une difficulté là, du coup ça pose problème. Certains même ne peuvent pas être heureux quand les autres le sont. C'est Rosset qui raconte cette histoire. Un ange dit à un homme bah, écoute, tu peux me demander tout ce que tu veux, tu l'auras, mais sache que ton voisin aura le double. Donc il se dit bah, je vais demander une femme magnifique, mais mon voisin en aura deux. Je peux demander une super maison, mais mon voisin en aura deux. Donc il réfléchit, puis il finit par dire à l'ange bah crève-moi un œil. Voilà, donc il préfère alors qu'il a rien contre son voisin, hein, au demeurant, mais il préfère que son voisin ait les deux yeux crevés, parce que lui sera dans une meilleure situation puisqu'il n'en aura qu'un, plutôt que son voisin ait plus que lui. Ça ne lui servira à rien, oui, on peut dire comme ça que d'avoir quelque chose s'il voit qu'à côté on a plus. Donc ça montre l'aspect profondément vicieux d'un tel bonheur. C'est ce que Rousseau appellerait l'amour-propre. L'amour-propre, c'est l'ego, en fait. C'est la compétition par rapport à la propriété des talents, propriété matérielle, exactement comme cet exemple-là, qui fait que on ne se satisfait même plus de posséder des choses si les autres sont encore plus heureux que nous. Donc petit b, plus encore, Rousseau montre cette fois dans l'Émile ou de l'éducation que l'homme se construit dans des relations affectives avec autrui. Bon, là je vous le dis pour être pour vous donner des connaissances et être pédagogue, mais il faudrait commencer par vos arguments et pas par l'auteur. Il suffit d'inverser les phrases. Donc voilà, le bonheur se construit dans les relations affectives avec autrui et ne consiste pas seulement à satisfaire ses besoins. Donc le bonheur implique des liens, des attachements, une participation à une communauté humaine. Or, dès lors que nous aimons les autres, leur malheur devient partiellement le nôtre. Un parent ne peut être pleinement heureux lorsque son enfant souffre. Un ami ne peut demeurer totalement insensible à la détresse de son ami. Il apparaît alors que le bonheur authentiquement humain comporte une dimension relationnelle irréductible. Nous ne sommes pas simplement à côté des autres, nous sommes affectés par leur existence. Ainsi, les autres étant malheureux, aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction ou en analyse,
Les autres étant malheureux, parfois ont tendance à être agressifs, à croire qu'ils sont les seuls à souffrir, et donc à nous monopoliser, à nous user, à pomper notre énergie, comme on dit. On pourrait éventuellement citer Sartre, l'enfer c'est les autres. Cependant, cette thèse donc semble conduire à une difficulté inverse. Si le bonheur d'autrui conditionne entièrement le mien, alors il suffirait qu'un seul homme soit malheureux pour rendre impossible tout bonheur. Une telle exigence paraît excessive, il faut donc chercher une voie intermédiaire. Alors, on a découvert que le bonheur ne peut probablement pas être réduit à une simple satisfaction individuelle, puisque la pitié et l'attachement nous rendent sensibles au sort des autres. Cependant, comme je viens de le dire, faire dépendre intégralement mon bonheur de celui de tous les hommes semble tout aussi problématique. Donc il faut déterminer plus précisément la nature du lien entre bonheur personnel et bonheur d'autrui. Ça, c'est notre transition vers le grand 3. Et le grand 3, le bonheur véritable n'exige pas que tous les autres soient heureux, mais qu'il soit compatible avec la reconnaissance d'une commune humanité. Petit a, il y a un philosophe qui s'appelle Hubert Spencer qui écrit « Nul ne sera libre tant que tous ne le seront pas ». Quelque part, c'est ce que dit Sartre dans Réflexion sur la question juive, quand il écrit « Nul ne sera libre en France et dans le monde entier tant qu'un juif pourra craindre pour sa vie ». Il faudrait expliquer pourquoi ça fonctionne pour la liberté et pourquoi ça ne fonctionne pas forcément pour le bonheur. Parce que, pourquoi nul ne sera libre en France et dans le monde entier tant qu'un juif pourra craindre pour sa vie ? Parce qu'un monde est libre ou non, et un monde dans lequel le nazisme règne n'est pas libre. C'est un monde où chacun peut craindre d'être discriminé de façon arbitraire. Oui, c'est ça, voilà, discriminé de façon arbitraire. Mais le bonheur, donc je rappelle qu'il vient de bonne heure, qui veut dire bonne chance, est individuel. C'est le hasard qui m'est favorable ou non. Donc il y a une responsabilité individuelle là-dedans qui n'est et quelque chose qui n'est pas collectivisable. C'est un mot qui n'existe pas, mais... Donc pour dépasser l'opposition précédente, il faut sans doute renoncer à l'idée selon laquelle le bonheur serait soit totalement individuel, soit totalement collectif. Cette perspective peut être éclairée par la philosophie d'Aristote. Dans les livres 1 et 9 de l'Éthique à Nicomaque, Aristote définit le bonheur comme l'accomplissement de la vie humaine selon la vertu. Le bonheur n'est ni un simple état psychologique, ni une somme de plaisirs. Il est une manière de vivre conforme à l'excellence propre de l'être humain. Or, l'homme est, selon la célèbre formule de la politique, livre 1, chapitre 2, un animal politique. Cela signifie qu'il ne peut réaliser pleinement sa nature qu'au sein d'une communauté. Le bonheur suppose donc certaines relations avec autrui, l'amitié, la justice, la participation à une vie commune. Cette idée apparaît avec une particulière netteté dans le livre 9 de l'Éthique à Nicomaque. Aristote y affirme que même l'homme parfaitement heureux a besoin d'amis. Non parce qu'il lui procurerait des avantages matériels, mais parce que l'activité humaine la plus accomplie consiste à vivre et agir avec des êtres que l'on reconnaît comme ses semblables. Dès lors, le bonheur véritable ne peut être fondé sur l'indifférence au malheur des autres. Une société profondément injuste finit par dégrader les conditions mêmes dans lesquelles la vie bonne devient possible. Petit b. Cependant, Aristote ne soutient nullement que le bonheur de chacun dépend du bonheur effectif de tous les hommes. Le bonheur demeure une activité personnelle. Je peux être heureux même si certains individus sont malheureux, mais je ne peux pas être heureux en faisant abstraction de toute exigence de justice ou de toute considération pour autrui. Alors il y avait une nouvelle de Ursula Le Guin qui s'appelle Ceux qui partent de Mélas, qui aurait pu être parfaite en accroche. Pour ce sujet, je vous renvoie à la vidéo de Monsieur Phi où il lit cette nouvelle et où il en fait une petite analyse très courte à la fin. Voilà, Ceux qui partent de Mélas. C'est en gros une cité parfaite, extrêmement heureuse, mais dont la condition pour ce bonheur, c'est qu'un enfant complètement maltraité, mal nourri, dans une cave, enfin justement, est gardé enfermé dans une cave. Donc le bonheur de tous dépend du malheur d'un seul. Voilà, donc un médecin qui consacre son existence à soigner des personnes souffrantes illustre bien cette situation. Il est quotidiennement confronté à la douleur et parfois à l'échec, pourtant il peut mener une vie heureuse précisément parce que son activité participe à un bien commun et exprime une vertu. Le malheur qu'il rencontre n'abolit pas son bonheur, il lui donne même parfois son sens. Petit c, on aurait au contraire le devoir d'être heureux et non malheureux quand d'autres sont malheureux. C'est-à-dire, pourquoi on aurait presque le devoir d'être heureux et non pas d'être malheureux parce que d'autres sont malheureux, parce qu'il faudrait prendre conscience de notre chance. Le but serait aussi de tirer les malheureux vers le haut par notre bonne humeur plutôt que de les enfoncer. C'est aussi pour les autres qu'on peut avoir la responsabilité d'aller bien,
de ne pas être angoissé, et donc angoissant, irritable, etc. Par exemple, des parents reposés et heureux, c'est connu, seront de meilleurs parents. Donc le bonheur authentique ne consiste ni à ignorer les autres, ni à absorber intégralement leur souffrance. Il suppose de reconnaître leur humanité et d'agir autant que possible pour favoriser leur épanouissement, ceci supposant de conserver une bonne santé mentale, comme on dirait aujourd'hui, tout en poursuivant donc sa propre réalisation. Autrement dit, bonheur individuel et collectif ne peuvent être séparés, non car il serait illégitime d'être heureux quand d'autres ne le sont pas, mais car chacun a la responsabilité d'être le plus heureux possible, quelque part, pour éviter d'être un poids pour les autres. Car le véritable bonheur des uns accroît le bonheur des autres. On pouvait aussi par exemple terminer comme ça, en parallèle d'une accroche qui serait le bonheur des uns fait le malheur des autres, et inversement, pour renverser ça. Donc conclusion, nous avons d'abord montré qu'il semble possible d'être heureux quand les autres ne le sont pas, si le bonheur est conçu comme une paix intérieure dont chacun demeure le principal responsable. Cependant, cette conception s'est révélée insuffisante, car l'être humain est naturellement sensible au sort de ses semblables et ne peut demeurer totalement indifférent à leur malheur. Il a alors fallu dépasser cette opposition en comprenant que le bonheur humain est à la fois personnel et relationnel. À la question peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas, nous pouvons désormais répondre que oui, le bonheur d'autrui n'est pas une condition absolue de mon propre bonheur. Cependant, ce bonheur ne peut être véritablement humain que s'il demeure ouvert aux autres, attentif à leurs conditions et compatible avec les exigences de l'amitié, de la justice et de la solidarité. Un bonheur qui prospérerait dans l'indifférence au malheur d'autrui ne serait peut-être pas un bonheur véritable, mais seulement une satisfaction privée. Le bonheur humain apparaît ainsi moins comme un isolement heureux que comme une manière juste d'habiter un monde partagé avec les autres. Voilà, et pour ce qui est du texte... Oh, il faut que je parte. Bah écoutez, je ferai une autre vidéo pour le texte, parce que je dois m'en aller. Mais comme ça fait une vidéo pour les dissertations. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait, ce que vous auriez fait, à compléter, à proposer un autre plan, d'autres problématiques qui pourraient être mieux que ce que j'ai proposé. Voilà.